Le ministre de l'Intérieur participe à la 38e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. La Mauritanie et le Sénégal procèdent à la signature du contrat de construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. Inauguration de 5 écoles et de plusieurs classes dans les wilayas Nouakchott-Ouest et Nord. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Monsieur Mohamed Salem Ould Merzoug, a participé aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 38e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a appelé à la coopération et à la consolidation de la coordination en matière de sécurité commune afin de relever les grands défis auxquels se trouvent confrontés les États arabes au niveau international et régional. Saluons à cet égard l'adoption du 10e plan arabe de sécurité. Le point avec Bokar Belaba. L'ouverture de cette session tenue en visioconférence a été marquée par l'allocution du ministre saoudien de l'Intérieur, président d'honneur du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et du secrétaire général du Conseil. L'ordre du jour de cette session comprend plusieurs thématiques, notamment le projet d'un 10e plan de sécurité arabe, le projet d'un 8e plan des médias arabes pour la sensibilisation à la sécurité et la prévention du crime, et le projet d'un 7e plan intérimaire pour la stratégie arabe de sécurité routière. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que la région est confrontée à de multiples défis sécuritaires, notamment le terrorisme, l'immigration clandestine, le trafic illicite du fait de la position géographique de notre pays, situé dans l'espace sahélo-saharien, où se réfugient des organisations terroristes et des bandes de crimes organisés. Il a indiqué que la Mauritanie a adopté une approche sécuritaire multidimensionnelle qui vise à lutter contre l'extrémisme, le terrorisme et le crime organisé, soulignant que cette approche a constitué un changement profond du système sécuritaire dans notre pays à travers la restructuration des appareils sécuritaires et leur formation. Mohamed Salem Ould Merzoug a rappelé que le monde arabe, à l'instar du reste des pays du monde, traverse des conditions sécuritaires complexes dans le contexte de la propagation de la pandémie de Covid-19 qui a impacté les divers aspects de la vie économique, sociale et sécuritaire. En dépit de la crise, il a indiqué que les services de sécurité sont à la mesure des défis imposés par le contexte de la pandémie. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a appelé à la coopération et la consolidation de la coordination en matière de sécurité commune afin de relever les grands défis auxquels se trouvent confrontés les États arabes au niveau international et régional, saluant à cet égard l'adoption du 10e plan arabe de sécurité qui constitue un outil de développement des compétences et de renforcement des capacités. Par ailleurs, les participants ont eu à discuter des recommandations émises par les conférences et réunions organisées par le secrétariat général entre la 37e et 38e session du Conseil, ainsi que des résultats des réunions conjointes avec les instances arabes et internationales. La Mauritanie et le Sénégal ont procédé aujourd'hui à Rosso à la signature du contrat de construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. Ouvrage qui va densifier les échanges entre la Mauritanie et le Sénégal et plus globalement contribuer au renforcement de la coopération et de l'intégration en Afrique par la réduction des chaînons manquants du corridor transafricain numéro 1, le Caire-Dakar. Abdoulaye Damaba. La Mauritanie et le Sénégal ont paraphé le contrat de construction du pont de Rosso. Les ministres de l'Équipement et des Finances des deux pays ont apposé leur signature pour la construction de cette infrastructure transfrontalière qui contribuera sans nul doute au renforcement de la coopération et de l'intégration en Afrique, particulièrement le corridor Tanger-Nouakchott-Dakar-Lagos.
améliorera aussi les conditions de passage et de traversée de la frontière et augmentera le niveau de service sur l'axe Nouakchott-Dakar. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mahamid, a affirmé que la construction du pont de Rosso constitue un rêve qui date de l'indépendance pour les dirigeants et résidents des deux pays frères. Aujourd'hui, dit-il, c'est devenu une réalité grâce à la volonté résolue du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son homologue, frère et ami, le président du Sénégal, Macky Sall. Même si, indique-t-il, le BAC a joué un rôle vital au cours des dernières décennies, la demande sans cesse croissante de transport sur l'axe reliant l'Europe et l'Afrique via nos deux pays rend ce moyen de transport incompatible avec la croissance rapide du transport sur cet axe, conclut-il. La construction de ce pont est le fruit d'une coopération entre nos deux pays. Cet ouvrage en particulier renforce l'intégration régionale en assurant la circulation des biens et des personnes de manière fluide et sûre. Cette intégration est chère à nos deux présidents, le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie, et son Excellence le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Cette initiative traduit ainsi notre ferme et commune volonté d'impulser un souffle nouveau aux relations entre nos deux pays frères en agissant ensemble pour construire à tous les niveaux une collaboration dynamique, positive et confiante. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous retrouver en terre sœur de Mauritanie pour conforter les liens séculaires entre les deux pays unis par l'histoire, la géographie et la culture. Les conditions qui ont marqué l'aboutissement de ce projet ont été mises en avant. Je me réjouis du climat empreint de franchise et de convivialité qui a prévalu lors des discussions entre nos différents services chargés des affaires fiscales et douanières. Cela a permis d'aboutir à un cadre fiscal et douanier consensuel adopté par nos deux parlements et ratifié par nos deux chefs d'État. C'est le lieu pour moi de vous assurer de l'engagement et de la détermination du gouvernement du Sénégal à tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation de cet important projet. Le président du conseil régional du Trarza, Mohamed Ould Brahim Ould Seyid, a exprimé sa satisfaction au nom des membres du conseil régional pour cette cérémonie entre les deux pays frères. De son côté, le maire de Rosso, Bamba Ould Rahman, a salué la construction du pont de Rosso en plus des retombées économiques liées à ce projet dans le cadre de la lutte contre le chômage, les transactions commerciales, entre autres. Le représentant de la Banque africaine de développement, Mohamed Ould Cherif, a souligné que le succès de ce projet nécessite des actions concomitantes. Il a en outre déclaré qu'il offre des perspectives prometteuses et des échanges économiques entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde. La représentante de l'Union européenne au Sénégal, son Excellence Irène Mingasson, a souligné afin que la collaboration entre l'Union européenne avec la Mauritanie et le Sénégal atteigne sa vitesse de croisière, il est nécessaire que les conditions de transit entre les deux pays soient réunies. D'un coût global estimé à 45 millions d'euros, ce pont sera exécuté par une entreprise de la République populaire de Chine. La durée des travaux est estimée à 30 mois, des travaux qui doivent débuter le mois de juin de cette année. Ce projet comprend aussi la construction de voies d'accès d'une longueur de 1461 mètres, des trottoirs de 2,125 mètres, une piste de 2,425 mètres et 8 km de lunaire. Une autre composante de ce projet est liée à l'aménagement du côté des deux rives. Du côté de la Mauritanie, 10 km de routes urbaines vont être érigées à Rosso, 65 km de pistes rurales. Du côté du Sénégal, en plus de la réalisation d'infrastructures hydrauliques à Rosso, Mauritanie. Enfin, la garantie de la durée de vie de cette infrastructure de transport est estimée à 1 siècle. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier sous le slogan « La sécurité au milieu scolaire ». Les participants à l'atelier vont définir les éléments d'une stratégie de sécurité et débattre sur l'utilisation des substances psychotropes au milieu scolaire. Aminata Kana. La sécurité en milieu scolaire, c'est l'intitulé de cette rencontre.
L'objectif étant de définir les éléments d'une stratégie de sécurité et débattre sur l'utilisation des substances psychotropes en milieu scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaini Ould-Ayi, a indiqué dans le discours qu'il a prononcé que les établissements scolaires sont considérés comme un espace approprié pour l'acquisition et l'échange du savoir. À cet effet, les politiques nationales de l'éducation vise à transmettre le savoir avec des méthodes pédagogiques et ancrer les valeurs nationales et religieuses pour hisser le pays à la place qu'il lui sied dans le concert des nations, soulignant que depuis quelque temps, le développement de certains comportements répréhensibles dans le milieu scolaire a été constaté, ce qui est pédagogiquement inacceptable, dira-t-il, car cela peut influer négativement la noble mission de l'école et le message qu'elle est censée véhiculer, qui est de renforcer la cohésion sociale, la paix civile et le vivre ensemble. L'ouverture de cette rencontre a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont ceux de la justice, de la gendarmerie, de la santé, de la jeunesse, de l'emploi, de la société civile et de quelques experts dans le domaine de la santé scolaire. Il est à noter qu'au sortir de cet atelier, qu'il est attendu que les membres établissent une stratégie de sécurité. Je vous le disais en titre, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a supervisé en compagnie de son collègue de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme à Nouakchott la cérémonie d'inauguration de 5 écoles et de quelques salles de classe dans les wilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Ouest. Les infrastructures scolaires de haut standing sont au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Sans elles, point d'éducation à la hauteur des attentes. D'ailleurs, c'est tout le sens de la série d'inauguration des établissements scolaires supervisés conjointement par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadijatou Cheikh et le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaini Ould-Ayi. Dans la Muqata de Darnaïm, toujours à Nouakchott Nord, ce sont des salles de classe dans les écoles Asma et Khadijatou Mint Khoylid qui sont déjà opérationnelles. Et puis la délégation a mis le cap sur la Muqata de Sebkha à Nouakchott Ouest, où elle a procédé à l'inauguration d'une école. Sur place, elle a été édifiée sur les moyens mis en œuvre afin de réhabiliter et renforcer l'établissement. Toujours à Nouakchott Ouest, cette fois-ci dans la Muqata de l'Iksar, les deux ministres ont inauguré l'école 8 qui dispose de 16 salles de classe, d'un bâtiment pour l'administration, d'un logement pour le directeur en plus de latrines publiques. Au terme des visites, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadijatou Cheikh a déclaré que ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de la composante des infrastructures scolaires dans le programme prioritaire du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. Elle a précisé que le rythme de la remise de ces infrastructures s'est accéléré ces derniers temps, soulignant que le travail se déroule dans diverses autres infrastructures, alors que d'autres sont au stade des appels d'offres. Khadijatou Cheikh a affirmé que les infrastructures réceptionnées aujourd'hui ont rempli les conditions exigées, émettant le vœu de les voir contribuer à alléger la pression sur les salles de classe. Pour rappel, 20 établissements scolaires ont été réceptionnés en 2020. Mohamed Nadir Ould-Hamid, ministre de la Santé, et Mme Naham Hamdi Ould-Moknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, ont commenté les travaux du Conseil des ministres au cours du traditionnel point de presse organisé hier par le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Sidi Ould-Salem. Aminata Kana. Au terme de la session hebdomadaire du Conseil des ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Sidi Ould-Salem, a indiqué que le Conseil avait étudié et approuvé une série de projets de loi et de décrets ainsi que des déclarations importantes, notamment un projet de décret relatif à la création d'un établissement public administratif appelé Centre de formation et d'échange à distance. Le projet de décret en question en définit les modalités
d'organisation et de fonctionnement. Le Conseil a également étudié et approuvé 3 communications. La première concernant les prix des médicaments dans les structures pharmaceutiques privées, la seconde sur la mise en œuvre des mesures visant à redynamiser le secteur de la pêche, tandis que la dernière concerne l'exposition internationale Dubaï Expo 2020. Commentons la communication sur les prix des médicaments dans les structures pharmaceutiques privées. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ould-Hamad, a déclaré qu'à la date d'entrée en fonction et de l'application sur les téléphones mobiles, soulignant que dans un tel contrôle, aucune réforme ne peut être réalisée dans le secteur en réponse à une question de l'Agence mauritanienne d'information sur la pénurie de certains médicaments contre les maladies chroniques. Il a répondu que toutes les maladies ont des médicaments disponibles localement, rappelant que le problème ne porte pas sur les substances, c'est-à-dire le facteur actif, mais le nom commercial qui peut différer. Il a précisé que ce qui est important est la substance contenue dans le médicament sous réserve d'une origine crédible et non pas le nom auquel les malades chroniques sont habitués, ajoutant que l'une des raisons de l'absence de certains noms de médicaments est due à plusieurs facteurs, notamment l'existence de certains médicaments sous d'autres noms. Enfin, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Naha Mithamdi Ould Mouknas, est longuement revenue sur la communication sur l'Expo internationale Dubaï 2020. Elle a souligné les opportunités économiques et commerciales que ce type d'exposition représente et l'énorme élan des diverses activités qu'elle offre, ce qui en fait une réelle opportunité de développement et de partenariat, soulignant que c'est ce qui en fait l'objet de l'attention de tous les gouvernements, entreprises et organisations de la société civile. La participation de la Mauritanie à cette exposition se concentrera sur 3 concepts qui sont promis: visiter la Mauritanie, investir en Mauritanie ou encore consommer en Mauritanie. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmed Domhaimid, était l'invité du journal télévisé arabe de 20h pour édifier l'opinion publique sur l'incident qui s'est produit aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi. Dans son intervention, le ministre a souligné qu'il s'agissait donc d'un incident qui s'est déroulé dans l'aéroport Oumtounsi et il a ajouté que dès que nous avons appris l'incident, un comité interministériel dirigé par le Premier ministre s'est réuni. Il a identifié l'individu de nationalité mauritanienne et que les forces de sécurité nationale ont rapidement maîtrisé. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a accueilli les présidents des conseils régionaux qui assistaient à un exposé portant sur le volet emploi dans le programme Mes priorités élargies du président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, et qui aboutira à la création de 52 000 emplois en 30 mois. Mohamed El Khattab. Dans le cadre de l'exposition de son plan d'action pour l'année en cours, en exécution du programme prioritaire élargi du président de la République, notamment dans son volet emploi, visant la création de 52 000 emplois au cours de 30 mois, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a organisé une rencontre avec les présidents des conseils régionaux, sachant que les activités prévues profiteront à l'ensemble des Muqata'a du pays. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Abdi Salem ou le Cheikh Saadbou, d'affirmer que ces activités se dérouleront sur l'ensemble du territoire national et profiteront à toutes les Muqata'a. Et c'est pourquoi, dit-il, nous avons tenu à ce que les présidents des conseils régionaux participent à cette session de partage et d'échange sur ce plan d'action du PROPEP, du programme prioritaire élargi des présidents, afin qu'ils apportent leur contribution et leurs suggestions pour garantir la réussite de ce plan d'action, mais également pour que cela profite au plus grand nombre de nos concitoyens, notamment dans ces volets d'activités d'emploi et d'élargissement des programmes de soutien aux moyennes et petites entreprises, aux start-up innovantes et aux emplois indépendants.
Cette rencontre avec les présidents des conseils régionaux a également été l'occasion pour M. Hamadi Bekay, chargé de mission au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, de souligner que le programme Mihnati a pour objectif de valoriser les métiers et les professions, de sensibiliser les jeunes sur les opportunités d'emploi et de formation qualifiante, d'améliorer les qualifications de la main-d'œuvre locale et de renforcer les capacités productives dans les petits métiers. Vous savez, la philosophie de Mihnati repose sur le principe qu'on considère qu'il y a beaucoup de métiers qui existent chez nous et qui ne sont malheureusement pas exercés par la main-d'œuvre nationale. Et donc, le programme Mihnati vise à promouvoir ces métiers et à développer les compétences locales pour qu'ils puissent exercer ces métiers, particulièrement dans les secteurs où il y a une forte demande d'emploi et un emploi, je dirais, une large utilisation de la main-d'œuvre étrangère, notamment la pêche, le secteur des bâtiments et des travaux publics, l'agriculture, les services de manière générale, des petits métiers. C'est dire que le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports aura pris les dispositions nécessaires avant de descendre sur le terrain pour exécuter son plan d'action du PROPEP dans son volet emploi en y associant les présidents des conseils régionaux de sorte à faire profiter le plus grand nombre de leurs concitoyens dans ces opportunités d'emploi. Les opérations de vote en vue d'élire un nouveau bureau exécutif de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. 60 mandataires participent au vote, représentant les 3 fédérations de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, à raison de 20 mandataires par fédération. Le processus d'élection du bureau exécutif a été marqué par la transparence et la compétition positive entre les candidats. Il s'est déroulé par vote secret, sous la supervision d'un comité national pour le renouvellement des instances de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers et en coordination avec des représentants des listes concurrentes. Le bureau exécutif se compose de 8 membres, dont le président de la Chambre nationale de l'artisanat, ses 2 adjoints, son secrétaire général, l'adjoint de ce dernier et les présidents des 3 fédérations qui composent la Chambre. Le bureau est élu pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui au cours de son point de presse quotidien l'enregistrement de 22 nouveaux cas de Covid-19 et 25 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures. Au cours de son point de presse hebdomadaire sur la situation de la pandémie du coronavirus dans notre pays, le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique est revenu, chiffres à l'appui, sur l'évolution des données, notamment le nombre de cas de contamination, de guérison et de décès. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Pour vous présenter la situation épidémiologique durant la semaine passée. 169 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant la dernière semaine, dont 8 cas contacts, 161 cas communautaires. 126 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant la dernière semaine et malheureusement 2 nouveaux décès. نسأل الله الرحمة والغفران للمتوفين. Pour la répartition des nouveaux malades par région, 21 ont été enregistrés durant la dernière semaine à Haut Sharqi, 0 à Haut Gharbi, 10 à Nassaba, 2 au Gorgol, 2 au Brakna, 8 au Trarza, 2 à Nadrar, 5 au Bidimaga, 26 à Dakhlet Nouadhibou, 1 au Tagan, 2 à Tirs Zamour, 3 à Nishiri, 16 à Nouakchott Nord, 57 à Nouakchott Ouest et 14 à Nouakchott Sud. Pour les cas actifs, nous avons aujourd'hui 296 cas actifs, dont 264 asymptomatiques, 17 avec des symptômes simples et 15 avec situation grave.
Le cumul de cas enregistrés, des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 690, dont 9 070 cas contacts, 8 428 cas communautaires et 192 cas importés. Le cumul de guérison enregistré depuis le début de la pandémie est de 16 947 et malheureusement le cumul de décès a atteint les 447. Les tests réalisés durant la dernière semaine sont au nombre de 7 920, dont 128 tests de suivi et 7 792 tests de diagnostic, répartis en 5 113 TDR et 2 679 PCR. La répartition de nouveaux tests par région, 3 343 ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 1048 à Houd Sharqi, 556 en Asaba, 551 en Ishiri, 439 au Houd al-Gharbi, 359 au Trarza, 344 au Brakna, 316 à Dakhlet Nouadhibou, 198 au Gorgol, 186 en Nouakchott Nord, 181 au Gdimaka, 147 en Adrar, 129 en Nouakchott Sud, 66 à Tirzamour et 57 au Tagan. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 240 777, dont 28 084 tests de suivi et 212 693 tests de diagnostic, répartis en 152 151 TDR et 60 542 PCR. Timbedra, dans la wilaya du Houd al-Sharqi, doit accueillir le président de la République. Les jeunes de la cité tiennent à faire de cette visite un événement majeur qui marquera la première édition de la Foire nationale de l'élevage. Et pour ce faire, ils ne ménagent aucun effort pour donner à la Muqata'a un visage propre. Mohamed El-Khattat. La ville de Timbedra vit ces jours-ci au rythme des préparatifs de l'exposition sur les ressources animales qu'elle s'apprête à accueillir. Un événement qui a incité la jeunesse de la wilaya à prendre sur elle de redorer le blason de la ville en lui donnant un nouveau visage de beauté et de propreté. Nous commençons cette opération ville propre, dit ce jeune homme, et nous sommes déterminés à nettoyer Timbedra. Il est vrai que les populations de Timbedra nourrissent beaucoup d'espoir sur cette exposition des ressources animales qui ne manquera pas de booster les investissements dans le développement local et offrir des opportunités de travail pour les sans-emploi, notamment la jeunesse. Nous espérons, dit celui-là, que cette exposition réussisse et profite aux jeunes chômeurs, aux familles à faible revenu, et c'est pourquoi nous devons tous œuvrer à sa réussite. L'exposition sur les ressources animales, qui est organisée pour la première fois à Timbedra, ville disposant de grands potentiels de cette ressource et sur laquelle repose l'économie locale, s'offre comme une opportunité sans précédent pour développer différentes filières de production animale, notamment la transformation et la distribution des produits et sous-produits de l'élevage, visant le marché extérieur, mais aussi créer une autosuffisance nationale. La capitale du Gorgol a accueilli aujourd'hui un atelier régional pour la protection de l'enfance au niveau de cette wilaya, organisé par la Direction régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille. L'atelier, présidé par le Wali du Gorgol, a réuni les autorités régionales et les représentants des partenaires internationaux et les membres de la société civile intéressés par cette question. Le point avec Houroul Mouaïh. Protéger les enfants et lutter contre la violence, l'exploitation et la discrimination à leur égard sont entre autres les thèmes de cet atelier, regroupant les acteurs opérant dans leur protection sociale. Dans son intervention à l'ouverture de l'atelier, le Wali du Gorgol, M. Ahmed Noul Sidba, a souligné la place qu'occupent les groupes vulnérables dans le programme et engagements du président de la République. Dans ce cadre, le Wali a rappelé les grandes lignes de la stratégie nationale de protection de l'enfance qui vise l'intérêt supérieur de l'enfant et son développement. L'occasion pour Mme Soudetouli, vice-présidente du Conseil régional, de lancer un appel au soutien des enfants pour faciliter leur accès aux documents de l'état civil. Elle a appelé également les populations à lutter contre le travail des enfants et à l'arrêt de la violence pratiquée à leur encontre. Le maire de la commune de Kaïdi, M. Tahara Barada, a souligné l'importance de cet atelier, affirmant que la protection des enfants est la responsabilité de tous. Le président de l'ONG Action, M. Uthman Tanja, a indiqué que c'est la première fois que cette rencontre se tient en raison de la pandémie du corona.
appelant tous à protéger et à prendre soin des enfants. Le directeur des affaires sociales au ministère a souligné que de nombreux projets, programmes et actions ont été réalisés au profit des enfants, notamment le Parlement des enfants, le Code de l'enfance, la politique nationale de l'enfance, la stratégie de l'enfance et l'octroi à tous les enfants handicapés d'un salaire mensuel. Au cours de l'atelier, les participants ont suivi plusieurs communications sur les droits de l'enfant. Pour rappel, le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant, à laquelle notre pays a adhéré en 1991. Depuis lors, notre pays a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention grâce à l'harmonisation avec notre législation nationale et selon les exigences de la Sharia. Dans la wilaya du Tiers-Zamour, les autorités administratives de la ville de Zouérat ont supervisé ce matin l'incinération d'une importante quantité de denrées alimentaires périmées. Cette opération, qui vise à protéger la santé du consommateur, est la deuxième du genre dans la wilaya en 7 mois. Dans la ville de Nouadhibou, les travaux sont actuellement en cours pour achever le projet de restauration et de réhabilitation du quai commercial du port de Nouadhibou dans le cadre de la modernisation du système portuaire. L'achèvement du projet, mis en œuvre aux frais du budget du port, permettra à l'établissement portuaire d'accueillir des navires de commerce de gros tonnage. El Haj Abdallah Eddin. Carrefour maritime d'envergure, le port autonome de Nouadhibou est l'objet d'un nouveau projet de réhabilitation qui devrait permettre de rehausser sa place économique. Ce projet consiste à réhabiliter le quai commercial du port d'une longueur de 125 mètres et à construire d'une digue d'accès de 150 mètres. L'objectif de ce projet de réhabilitation du quai commercial est d'améliorer les services du port. L'objectif de ces travaux est d'améliorer les services du port et de faire les opérations de débarquement et d'embarquement dans les conditions optimales, améliorer les conditions de débarquement et de produits. Ces deux aspects contribueront à l'amélioration du trafic global au niveau du port et contribueront à l'évolution du tonnage annuel qui sera réalisé au niveau du port. La première phase de la mise en place de la fondation se déroule dans de bonnes conditions. Elle est sur le point d'être achevée, ainsi que l'indique le directeur technique du projet. Le projet embauche 70 personnes, ce qui permet aux jeunes Mauritaniens d'acquérir les compétences relatives à la construction du quai et de la digue d'accès, comme soulignent ces jeunes ingénieurs. La présente réhabilitation sera faite sur le budget du port pour une enveloppe financière de 2,5 milliards d'ouguiyas. La durée des travaux est de 18 mois. Ils seront réalisés par une société mauritano-turque dont la surveillance sera assurée par un bureau de contrôle spécialisé. La conférence virtuelle sur le suivi de la mise en œuvre des résultats du sommet russe de Sotchi entre l'Union africaine et la Fédération de Russie se poursuit. La journée d'aujourd'hui au Centre de formation et d'échange à distance de Nouakchott a été marquée par plusieurs interventions sur l'importance de la concertation et de la coopération multipolaire et qui constituent des réponses adéquates aux désordres qui menacent la vie sur Terre. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur participe à la 38e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. La Mauritanie et le Sénégal procèdent à la signature du contrat de construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. Inauguration de 5 écoles et de plusieurs classes dans les wilayas de Nouakchott-Ouest et Nouakchott-Nord. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.